Mesdames et messieurs, bonsoir. Une nouvelle semaine qui démarre avec vous. C'est l'heure du grand rendez-vous. Ça, vous le savez déjà, ce grand rendez-vous s'ouvre avec la météo. Voilà nos chaleureuses salutations aux populations d'Aguégué. Nous aurons 3 rubriques au menu de ce grand rendez-vous. Demain, c'est la journée mondiale de la poste. On en parle avec l'expert du jour. Changement climatique, où en est le Bénin? Avec l'atténuation, Amandine Agnambassou et son invité vont tenter d'y répondre dans Nature et Bien-être. Avec Autant Savoir, on revient sur la journée mondiale de l'enseignant. Le grand rendez-vous, c'est aussi le journal et Amandine Agnambassou est déjà là au rendez-vous. Bonsoir Amandine Agnambassou. Bonsoir à vous Aniat Bello. Qu'avons-nous donc comme information ce soir? Au menu du journal ce soir, les recommandations du colloque scientifique international de Cotonou. Il faut retenir que les universitaires vont désormais participer au débat sur l'amélioration des recettes publiques. Quel habitat pour un Béninois moyen? Des Béninois continuent de vivre dans des logements pas toujours décents. La rédaction de BB24 s'est intéressée au sujet et puis elles sont nombreuses aujourd'hui, ces femmes qui optent pour le pantalon comme style vestimentaire. Certaines femmes vont nous donner les raisons de ce choix. Les détails, c'est dans le 19h45. Amandine Agnambassou, nous avons hâte de vous retrouver pour le journal, mais avant, nous allons vous retrouver de ce côté-ci pour Nature et Bien-être. Nature et Bien-être qui s'intéresse au changement climatique, on en parle tout juste après avoir suivi ce reportage. Il faut accorder du prix à ces différentes variations pluviométriques. Plus personne n'ignore la problématique du changement climatique. Beaucoup perçoivent déjà ces effets qui se manifestent sous diverses formes. Changement climatique, réalité actuelle ou future, ce thème a été choisi pour clarifier le concept et mettre tout le monde au même niveau d'information. Nous n'arrivons pas à communiquer correctement sur les résultats de recherche. Nous pensons toujours que nous sommes en colloque où il faut utiliser les gros mots scientifiques, la méthodologie compliquée. Or, pour que le commun des mortels comprenne notre message, il faut descendre à un niveau très bas. Il faut véhiculer dans un langage très simple, fluide, qui permettra aux néophytes de comprendre ce que c'est que les changements climatiques et leur impact sur l'environnement. Le dérèglement climatique est causé par l'activité humaine. Ces impacts sont visibles non seulement sur l'agriculture, mais aussi sur la santé humaine. Si l'air est chaud, l'homme acquiert la chaleur de l'air. Et quand l'air est froid, l'homme acquiert la chaleur, n'est-ce pas, donc de l'air qui est froid. Et il ne peut pas attraper le refroidissement ou bien le réchauffement de son corps. Et ça peut, n'est-ce pas, donc amener à dans son système et l'amener, n'est-ce pas, à avoir l'hyperthermie, par exemple, ou l'hypothermie.
De manière indirecte, avec, n'est-ce pas, donc, l'humidité forte et la température forte, n'est-ce pas, donc, ça développe les germes pathogènes. Nous avons par exemple les anopheles qui se développent quand il fait très chaud et quand, n'est-ce pas, donc, il pleut beaucoup. Là, donc, les mouches se développent. Donc, l'homme, n'est-ce pas, peut, quand il a ces moustiques-là, donc, dans le piquant, donc, n'est-ce pas, donc, le palu, et il peut tomber malade. À un moment donné, on constate, n'est-ce pas, donc, que certaines maladies qui avaient disparu reviennent. La tuberculose revient, la lèpre est en train de revenir petit à petit. Ça, c'est lié effectivement au changement climatique. Nous avons affaire à une agriculture pluviale qui dépend essentiellement de la pluie. Qu'elle tombe, qu'elle ne tombe pas, qu'elle tombe en excès ou qu'elle manque totalement. Donc dans ces conditions, le paysan, de façon empirique, essaie d'adapter son calendrier par rapport à la disponibilité en eau. C'est difficile de plus en plus. Des impacts globaux qui inquiètent, mais il existe des solutions pour mieux s'adapter. En agroclimatologie, on essaye de faire des calendriers agricoles connaissant une certaine durée, 50-60 ans. On voit les fluctuations de la pluie, les fluctuations des vents. On voit quand est-ce que le début de la saison commence de façon habituelle et on essaye donc d'imaginer un calendrier agricole propre à telle variété, à telle culture. Et c'est ça qu'on soumet aux paysans. On peut, par un système de barrage, de retenue d'eau, faire en sorte que pendant la pénurie pour l'agriculture, qu'on aille faire l'irrigation, ainsi de suite. Ça, c'est les progrès à venir et dont les paysans rêvent déjà, ils essayent, mais on peut s'appuyer là-dessus. Il faut, n'est-ce pas, donc, qu'on développe beaucoup l'alerte précoce, surtout pour la pluie, qu'on prévoit donc ces pluies-là. Ça, c'est qu'on se dit, à quel moment, n'est-ce pas, il y aura sécheresse, et qu'on puisse, n'est-ce pas, prévoir ça pour que le paysan qu'on puisse lui dire, attends, fais ci, fais ci, fais ci. Et là, ce ne serait pas nous. Donc, ça lié avec les agronomes pour faire ce travail-là. Je crois qu'on pourra donc éviter des hécatombes, des problèmes, n'est-ce pas, donc récurrents qui vont se poser. Le temps de l'inaction est terminé. Tous les acteurs sont appelés à agir afin d'atténuer les effets des changements climatiques. Alors, Amandine Agnambossou, déjà, ce que moi je retiens de votre reportage, c'est qu'il faut éviter l'hécatombe. C'est sûr, il n'y aura pas mort d'homme. On fera tout pour l'éviter. Amandine Agnambossou, bonsoir. Bonsoir à vous, Aniat Bello. Comment vous allez? Ça va bien. Alors, un professeur qu'on ne présente plus, on le connaît déjà sur nos plateaux, Espédi Vissé, professeur titulaire à l'université d'Abomey-Calavi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est avec vous que nous allons parler changement climatique ce soir. Je vous laisse en compagnie d'Amandine. Oui, on va parler changement climatique ce soir. Professeur, dites-nous, quand on parle de changement climatique, faites-nous un peu l'état des lieux au Bénin. Les changements climatiques, état des lieux au Bénin. Oui. Est-ce que véritablement le climat a changé? Nous continuons de dire qu'il y a variabilité, c'est-à-dire dynamique du climat, tout simplement parce que le climat profondément n'a pas changé. Au Bénin. Oui, en réalité, il y a une déstructuration des saisons, c'est vrai. Nous constatons que de plus en plus, au lieu que la pluie ou les pluies se répartissent sur 4-5 mois, elle peut se concentrer sur 2 mois. Donc, le sol n'est pas prêt à accueillir cette quantité d'eau, cette masse d'eau en si peu de temps. Voilà. Ce qui entraîne les débordements, les inondations pluviales que nous observons. Et aussi, il faut compléter cela par la mauvaise occupation du sol. Il y a une occupation anarchique de nos espaces aujourd'hui qui crée aussi le problème. Parce que lorsque vous allez occuper le lit d'un cours d'eau, où est-ce que vous voulez que l'eau passe? L'inondation aujourd'hui est cumulée parce que simplement nous organisons très mal l'espace dans lequel nous vivons. Nous ne respectons pas le cadre de vie. L'environnement dans lequel nous sommes n'est pas toujours pris au sérieux par les hommes que nous constituons. Et cela amène à dire que le changement climatique ou la dynamique climatique est responsable de tout ce qui nous arrive. Nous en sommes aussi responsables, quelque part. Pour parler du changement climatique, il faut avoir une modification sur une longue durée. Je vous donne simplement un petit exemple, dans lequel vous verrez ce que nous appelons changement. Alors, j'ai l'habitude, par exemple, de dire bonjour à papa chaque matin. Il est arrivé que je ne dise pas bonjour à papa 1 fois, 2 fois, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois plus tard. Qu'est-ce que papa dira de moi? Il y a un changement? Que j'ai changé. Parce que mon bonjour a traîné dans le temps. Si je manque de dire bonjour 1, 2 fois, papa dira, mais il a un saut d'humeur.
Ça, c'est la dynamique climatique, la variabilité climatique. Or, la modification que nous observons aujourd'hui n'a pas encore duré dans le temps. Il faut au moins 2 normales, c'est-à-dire 30 ans 2 fois. 30 ans 2 fois. Oui, parce que l'étude climatologique se fait sur au moins une trentaine d'années, une normale. Oh, une normale, c'est 30 ans. Il faut 2 fois 30 années pour que nous puissions parler de changement. Donc, ceux qui affirment aujourd'hui que le Bénin subit les affres des changements climatiques, est-ce qu'ils sont dans l'erreur? Non, mais ils ne comprennent pas réellement le phénomène. Ça nous arrange, je dis changement climatique. Ça nous arrange. Ça nous permet peut-être de prendre le taureau par les cornes un peu plus vite. Ce sont des signes annonciateurs de changement probable. Mais il ne faut pas dire qu'il y a changement. Parce qu'en réalité, en climatologie, lorsqu'on parle de changement, ça veut dire que le climat a véritablement changé, que les saisons ont été vraiment modifiées. Or, nous continuons d'avoir les 3 grands climats chez nous, c'est-à-dire le climat sub-équatorial, le tropical et le sudano-sahélien au sud, ou l'atacorien. Et on a toujours les 4 saisons. Nous avons les 4 saisons au sud du Bénin et les 2 autres saisons au nord du Bénin et ensuite. Donc c'est quand il va arriver qu'on est au sud, par exemple, 2 saisons au lieu de 4, qu'on va véritablement parler de changement climatique. Pour le moment, nous sommes toujours dans le sub-équatorial, dans le sud du Bénin. Donc ça ne s'est pas encore changé. Donc si on arrivait à changer cette modification profonde, s'étalait sur une longue durée et modifiait substantiellement la structuration réelle du climat, on pourrait arriver à dire que le climat a changé chez nous. C'est vrai que dans les pôles, au niveau des pôles, le changement est remarquable parce que nous assistons aujourd'hui à des fontes énormes de glaciers, ce qui entraîne le relèvement de niveau océanique, qui crée des problèmes énormes sur nos côtes. D'où l'avancée de la mer ou de l'océan, et aussi qui a accentué l'activité érosive sur nos côtes. C'est vrai que nous prenons des mesures pour faire face à cela, mais ce n'est pas encore suffisant. À vous entendre, n'est pas épargné quand on parle de changement climatique. Qu'est-ce qu'il faut faire alors pour affronter le mal quand ça va survenir? Est-ce qu'on peut l'affronter ou est-ce qu'il faut l'atténuer? On ne peut pas l'affronter. Ce qui est naturel n'est pas affrontable. Vous ne pouvez pas l'affronter parce que vous pouvez être fort à cela, vous allez perdre votre vie, vous allez perdre l'énergie et pour rien du tout. On fait l'effort. Vous voyez, quand vous voulez franchir une montagne, vous savez très bien que vous ne pouvez pas traverser la montagne, que vous ne pouvez pas passer au-dessus, chercher les moyens pour contourner cet obstacle-là. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Contourner l'obstacle que constitue la dynamique climatique avec ses aléas. Et qu'est-ce qui est fait concrètement? Aujourd'hui, il y a un début d'action. Ils sont proposés. Mais la première chose à faire, qui n'est pas encore réussie au Bénin, c'est la connaissance du climat, la connaissance des ressources en eau. C'est-à-dire, il faut densifier les réseaux d'observation. Lorsque vous n'avez pas une connaissance de l'élément, vous ne pouvez pas faire face. Vous avez quand même un système, non? Un système d'alerte. On a eu le SAP en temps, on a des structures qui s'occupent de ça. Je dis à la NPC et tout ça. Oui, vous savez, c'est pas suffisant. Pour que la NPC joue pleinement son rôle, pour que le système d'alerte précoce soit une réalité efficace, il faut la connaissance des phénomènes. Pour avoir la connaissance des phénomènes, il faut densifier les réseaux d'observation. Il faut avoir des données. Les données sont qu'est l'essence pour les moteurs. Si vous n'avez pas de données, il n'y a pas de recherche. Il faut avoir les données. Et les données, pour les avoir, c'est à travers les réseaux d'observation météorologique, hydrométrique, pour les écoulements, hydrogéologique pour le sous-sol, parce qu'en réalité, lorsque vous ne connaissez pas les ressources en eau du sous-sol, vous ne pouvez pas prévoir. On voit quelle quantité d'eau le sol peut accueillir. Et combien il faut extraire dedans pour l'alimentation en eau potable. Que faisons-nous pour connaître davantage ces ressources? Il faut densifier les réseaux et avoir un suivi régulier, ce qui nous permettra non seulement de connaître la quantité, mais également mettre en évidence la qualité de ces ressources pour pouvoir prédire ce qui va venir plus tard. Si on ne connaît pas aujourd'hui, on ne peut pas connaître demain. Il faut partir d'aujourd'hui pour pouvoir faire une projection temporelle. Sinon, ça ne marchera pas. Mis à part cela, il faut que chaque Béninois comprenne qu'il est responsable de ce qu'il arrive. Et ce qu'il fait ici peut influencer
son environnement. Ça, on ne le maîtrise pas toujours. Il faut Quelle quand est même que la part chacun, de responsabilité du Béninois lambda? chacun prenne conscience de cette réalité-là. Nous sommes dans l'environnement, nous appartenons au même environnement. Donc, ce que moi je propose comme acte ici influence l'autre à côté. Voilà. Donc, chacun doit prendre conscience qu'on doit pouvoir respecter son cadre de vie. Moi, je dis souvent qu'il faut que chaque Béninois, propriétaire de maison, puisse planter un arbre. Mais on le fait souvent. On ne le plante pas. Oh non. On plante lors de la journée de l'arbre. La journée de l'arbre, en réalité, pour moi, c'est un spectacle ahurissant. C'est désolant le 1er juin au Bénin. Normalement, le 1er juin devait être un atout pour renforcer le reboisement. Malheureusement, on fait ce spectacle du 1er juin. Après, on laisse les plantes mourir. Normalement, il doit y avoir un suivi régulier. Lorsque vous reboisez, vous modifiez le climat. Parce que c'est le cycle de l'eau qui alimente, qui amène l'eau. Le renouvellement permanent de l'eau à travers ce cycle permet d'avoir de l'eau sur Terre. Et c'est la végétation qui est déterminante. Parce que lorsque vous avez véritablement chaud, où est-ce qu'on va pour avoir de l'air? Sous l'arbre, oui. Pourquoi? Parce que l'arbre constitue un piège à carbone. L'arbre absorbe les CO de façon générale, le carbone qui se promène dans l'air et rejette dans l'atmosphère de l'eau de dioxygène qui permet de respirer. Mais si nous coupons ces arbres, qu'est-ce que nous laissons dans l'environnement? Nous ne laissons que des C. Alors que vous n'avez que des C, vous ne respirez pas bien, vous étouffez. Donc il faut que chacun puisse avoir des arbres et qu'on essaie de verdir au lieu de terrasser partout où passons. On dit on met des terrasses, on met des goudrons ici. Il faut éviter pour rendre cela. accessible. Un peu plus de végétation, vous souhaitez? Respectons l'environnement et notre vie sera belle aussi dans ce cadre de vie. C'est parce que nous ne respectons pas du tout notre cadre de vie que l'eau nous embête à côté de nous. Si nous respectons l'eau, elle nous sera tranquille aussi. Est-ce qu'il faut dégager les populations qui se sont déjà installées? Je veux bien vous entendre sur ce sujet. Dans les bas-fonds, les zones humides. On en revient à chaque fois. Vous savez qu'il y a des zones à Cotonou qui ne sont pas viables. Oui. Même si la mairie a commis une grave erreur en implantant, disons, des bornes dans l'eau. Je dis... La mairie même dit qu'elle n'a rien fait, que ce sont les populations qui se sont installées. Et qu'elle a été obligée de faire réaménagement. D'accord. Si c'est cela, on peut négocier avec les populations et les dégager. C'est une négociation. Parce que quand vous êtes installé, par exemple, dans l'exutoire, dans le lit de cours d'eau, vous l'empêchez de circuler aisément. Je dis et je répète encore, l'eau est la matière la plus paresseuse qui soit. Lorsqu'elle retrouve sa pente, elle coule librement. Mais lorsque vous l'empêchez, elle s'installe devant votre maison et vous embête. Professeur, on n'a vraiment pas envie de cesser de vous écouter, c'est très intéressant. On va poursuivre la discussion le vendredi. Oui, parce qu'il y a également le professeur qui est le président de l'association ouest-africaine de climatologie. On va revenir sur certains aspects et sur les objectifs de cette association et ce sera le vendredi à Niat Bello. Merci à vous, Amandine Nyambossou, professeur Vicin. Merci d'être passé sur ce plateau. Nous passons au prochain plateau, l'expert du jour. Voilà, mesdames et messieurs, le deuxième plateau à présent, vous l'avez compris, c'est l'expert du jour. Eh bien, nous parlons de la Journée mondiale de la Poste. Journée mondiale de la Poste, état du service postal au Bénin. C'est avec notre invité, Jonas Benamintor, qui est DG Poste du Bénin. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous allez? On se porte excellemment bien. Ça fait plaisir de vous avoir sur ce plateau pour nous parler un peu de l'état du service postal au Bénin. Mais avant, nous sommes à la veille de la Journée mondiale de la Poste. Est-ce qu'une telle journée revêt de l'importance aujourd'hui? Cette journée n'est pas une journée que la Poste est loisible d'organiser, mais c'est une institution de l'UPU depuis 1969 au Congrès de Tokyo, au Japon. Donc, c'est une journée qui est célébrée dans le monde entier. L'UPU compte aujourd'hui 192 membres. Donc, la Poste, à l'instar de ses sœurs, la Poste béninoise, est tenue de célébrer cette journée pour, en plus, faire revivre la Poste, l'inscrire à nouveau dans le subconscient de chaque citoyen.
J'aime bien vos mots de fin, l'esprit à nouveau de la conscience des citoyens, parce que pour beaucoup aujourd'hui, on ne comprend pas toujours dans quel contexte on peut avoir besoin de la poste. Comment est-ce que cela s'explique, le fait que beaucoup de Béninois n'ont plus véritablement conscience de l'utilité de la poste? Les Béninois utilisent quotidiennement la poste sans se rendre compte. C'est là le paradoxe. Parce que d'abord, la poste est un instrument de souveraineté de l'État. Ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, tous les États ont leur poste. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un fait anodin. Donc, ça veut dire que l'importance, c'est la transformation des services qui fait que, ne voyant plus la poste traditionnelle, les citoyens pensent qu'ils ne continuent pas d'utiliser la poste. D'accord. Oui. Alors, on entendait souvent parler des concours épistolaires à l'occasion des éditions précédentes. Pensez-vous que ces concours ont été bénéfiques pour les élèves béninois? Je dirais même bravo à la poste, parce que tout dernièrement, vous voyez les modifications qui ont été opérées au niveau de l'enseignement, instituant à nouveau la dictée. Ça veut dire que la poste est à l'avant-garde de cette lutte qui consiste à donner le style, le caractère et à maintenir le caractère rédactionnel et à permettre à chacun de s'exprimer au lieu de se contenter de lire ce que les autres écrivent. Donc ce concours qui est maintenu par la poste est pratiquement un préalable, c'est-à-dire que c'est un lit que la poste est adressée pour que la population, nos élèves, nos enfants aient encore le goût d'écrire, le goût de s'exprimer, au lieu de se contenter de lire les autres. On comprend bien l'initiative de ce concours épistolaire parce que de tout temps, au départ, c'est à travers la poste qu'on s'envoyait des lettres, on écrivait des lettres, de très belles lettres à toutes les occasions. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a toujours des personnes qui s'envoient des lettres par l'entremise de la poste? Non, on a l'impression que le volume du courrier a diminué. Loin s'en faut. Parce que la poste aujourd'hui, avec son centre moderne du courrier hybride, qui lui permet de recevoir les informations à travers les canaux numériques, de les éditer et de les mettre le physique à la disposition des clients des grandes entreprises. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le courrier, en fait, c'est une partie du courrier que l'on voit qui semble disparaître, mais la poste est toujours leader en matière de distribution du courrier. Merci à vous. Déjà, parlez-nous un peu du thème qui a été retenu cette année pour la célébration de cette journée mondiale de la poste. La poste, livrer du bien au monde entier. Et quand on parle du bien, ce ne sont pas seulement les communications. C'est, entre autres, tout ce qui concourt au bonheur des populations. Donc, il y a les transferts, il y a les paquets avec le e-commerce, il y a tout ce que nous pouvons apporter à l'administration centrale pour qu'elle puisse être en communication avec tous ses démembrements. Il y a tout ce qui est relationnel, tout ce qui permet à la société, à la communauté de vivre, de combler ses attentes. Donc, quand on parle de bien, ce n'est pas seulement du courrier. La poste, c'est le transfert. La poste, c'est le courrier hybride. La poste, c'est la livraison, l'acheminement et le traitement de tout ce qui est physique, de tout ce qui est même numérique par le centre de courrier hybride. Donc, la poste, c'est le sang qui circule dans les veines des citoyens, dans les veines de nous tous, alors, on le comprend. Oui. Saisissons l'occasion pour retracer brièvement l'historique de la Poste au Bénin. Comment est-ce que la Poste s'est installée ici? Quelle a été sa dynamique, justement? En fait, la Poste, comme je le disais, fait partie des premières institutions
pour qu'une communauté puisse vivre décemment. Et cela s'explique par le fait que la première... Rappelez-nous déjà l'année de création de la Poste au Bénin. J'en viens. Cela s'explique par le fait que la première agence a été installée en 1890. 1890. Et ce qui dénote de l'importance de la Poste. Donc, elle s'est créée, elle a vécu avec les télécommunications primaires, télégraphie, téléphone, ce qu'on a appelé dans le temps l'OPT. Oui. Mais l'importance et le volume des investissements que nécessitent les télécommunications n'ont pas permis de faire route et longue route avec la Poste, ce qui a engendré la scission. D'accord. Aujourd'hui, la Poste du Bénin gère le courrier, la distribution, l'acheminement, gère les services financiers, la monnaie scripturale à travers son centre de chèques postaux. L'épargne, nous avons le plus large portefeuille d'épargnants au Bénin. D'accord. Donc, en fait, quand vous parlez de la Poste, vous parlez... Maintenant, vous parlez là des services qui se sont greffés au fil du temps. Au fil du temps. Revenons un peu à la dynamique première qui Oui. a sous-tendu à la création de la Poste. Oui. Au départ, c'était pour faciliter quand même les échanges au niveau des communautés. Oui. Alors, aujourd'hui, est-ce que la Poste est toujours dans ce rôle-là, de facilitateur d'échanges entre les communautés? Oui, je l'ai dit tantôt. Je l'ai dit en vous spécifiant que ce dynamisme n'a pas été atteint du fait que lorsque vous prenez les statistiques, vous voyez que les postes se livrent toujours plus aujourd'hui qu'hier. D'accord. Ça veut dire que les postes continuent de relier le monde avec le plus vaste réseau qu'aucune institution ne dispose dans le monde. Et la Poste est tenue d'être au chevet de chaque citoyen. Alors avant, la plupart, si vous permettez, oui. Il y a quand même une question qui me tient à cœur, c'est que la plupart du temps, chaque foyer, en tout cas pour les intellectuels de l'époque, avait sa boîte postale. Aujourd'hui, oui. La boîte postale, elle est devenue quoi? Est-ce qu'elle est toujours utile à l'heure actuelle avec les nouvelles technologies? Est-ce qu'elle fonctionne toujours comme avant? Les boîtes postales existent. Les boîtes postales sont un indicateur même de fiabilité pour chaque opérateur économique. Vous ne pouvez pas dresser les constituants de votre entreprise sans préciser votre boîte postale. Et pour avoir la boîte postale, il y a des enquêtes préliminaires qui déjà sont des indicateurs qui sécurisent votre co-contractant, vos partenaires. Ça veut dire que la boîte postale demeure un indicateur. Et elle est appelée à perdurer aussi. Elle est appelée à perdurer. Elle n'est pas appelée à disparaître parce que votre co-contractant commence à vous faire confiance quand vous lui donnez votre boîte postale. D'accord. Alors, à l'ère des nouvelles technologies, pour beaucoup, la Poste serait arrangée dans les placards, ces services sont devenus obsolètes. Pour vous, que vous répondez-vous à cette question? Est-ce que les services de la Poste sont devenus obsolètes? Non, ce qui est étonnant, c'est de voir une entreprise, une institution qui, au fil des temps, se métamorphose compte tenu des exigences du nouveau client. Et cette métamorphose passe par l'appropriation du numérique. Aujourd'hui, à la Poste, ce ne sont plus les mandats traditionnels, ce sont les mandats électroniques. Aujourd'hui, à la Poste, ce ne sont plus les services de la caisse d'épargne qui vous obligent à faire toutes les opérations dans une seule agence, c'est une généralisation. Partout où vous êtes avec le numérique, on peut vous servir. D'accord. Et dans les tout prochains jours, la Poste lance son porte-monnaie électronique que nous appelons Poste Cash.
D'accord. Mais déjà, j'aimerais savoir, vous l'avez dit tantôt, la Poste du Bénin s'inscrit aussi dans un ensemble sous-régional. Oui. Est-ce que nous sommes au diapason de l'avancée, des avancées technologiques au niveau de la Poste dans ces régions-là? Je dirais oui, parce que quand vous examinez le portefeuille de la Poste du Bénin, elle a, disons, plusieurs administrations, plusieurs entreprises postales sont loin du contenu du portefeuille de la Poste du Bénin. Je l'ai dit tantôt, de 2016 à ce jour, la Poste du Bénin a vu son portefeuille client s'accroître de 90 000 nouveaux clients. D'accord. C'est un signe que le client nous fait toujours confiance et c'est un signe que les clients continuent toujours de faire choses d'accourir vers nous parce que la Poste ne surgit pas pour disparaître. D'accord. Alors, si l'on s'en tient, si on se permet de résumer justement pour les téléspectateurs qui nous suivent, les populations qui nous suivent et qui ont reproché, que ce soit vrai ou pas, reproche un peu à la Poste de ne plus être vraiment au devant de la scène. Si on doit résumer aujourd'hui, quelle est l'utilité première de la Poste? Il faut répondre quoi? La Poste est d'abord, du point de vue et son rôle régalien, vous allez dans certaines contrées, vous ne voyez que la Poste. Les autres opérateurs choisissent les segments rentables. Donc la Poste a un service régalien qui l'oblige à s'installer partout et à servir au dernier kilomètre la population béninoise. Ça, c'est l'un des rôles. La Poste, aujourd'hui, lorsque vous voyez la fracture numérique, c'est à travers la Poste que l'APSUCEP. Elle est réduite, c'est ça? Avec la Poste, on a une réduction de la fracture numérique? La Poste contribue à réduire la fracture numérique à travers certains investissements que fait l'APSUCEP dans le cadre de sa mission de service universel. Et quand on parle de service universel, ce n'est pas seulement le courrier, c'est l'inclusion financière. Lorsque la Poste est seule à s'installer au dernier kilomètre, c'est elle seule alors qui permet à chacun d'aider ou d'assister chacun. Merci, M. Gbenem-Mentor. Nous sommes à la fin de notre entretien. Nous en savons dorénavant beaucoup plus sur la Poste, sur son utilité à l'heure actuelle et sur l'état du service postal au Bénin. Mesdames et messieurs, M. Gbenem-Mentor va nous laisser pour qu'on puisse passer à une autre rubrique. À présent, il s'agit de Autant savoir. Autant savoir, notre invité est déjà là. D'ailleurs, aujourd'hui, nous parlons de la journée mondiale de l'enseignant. Nous soulevons les vraies préoccupations. Alors, Monsieur Urbé Routondi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant, directeur d'école, mais aussi président de l'association des promoteurs d'établissements privés du littoral. Bien sûr. C'est d'ailleurs à tous ces titres-là que nous vous recevons sur ce plateau. Pour déjà commencer, j'aimerais savoir, est-ce que pour vous, l'enseignant mérite d'être célébré en une journée? Je crois que c'est plus que nécessaire de célébrer l'enseignant. Étant donné que l'enseignant, celui qui détient le savoir, la connaissance et qui les transmet à nos progénitures pour préparer, former les hommes de demain pour une société bien équilibrée, une société appelée à être bien développée demain pour la paix, la concorde sociale et le développement et pour booster définitivement, disons, la pauvreté et donner aux hommes la chance d'être épanouis pour vivre à l'aise sur cette planète que Dieu nous a donnée. Et celui qui le fait, et que tout le monde sait, mérite d'être célébré. Mérite d'être célébré. Oui. Alors là, c'est l'enseignant général. Est-ce que pour vous, l'enseignant béninois aussi mérite d'être célébré à tous ces titres-là? Un enseignant est un enseignant. Qu'il soit béninois ou pas. L'enseignant béninois, d'abord, je dirais même que plus que
tout autre enseignant du monde entier, l'enseignant béninois mérite d'être célébré à plusieurs titres. Disons, l'enseignant béninois travaille dans des conditions très modestes. Les conditions de travail pour l'enseignant béninois est vraiment déplorable. L'enseignant béninois travaille dans la misère, dans l'injustice. Non, pas toujours. Écoutez, je vous le dis, je suis bien placé pour vous le dire. Dans la misère, il faut quand même dire que ça a été revalorisé, la fonction enseignante. Écoutez, qu'est-ce que vous appelez revalorisé? C'est vrai, un effort est fait. Beaucoup d'efforts. Un effort est fait, mais ce n'est pas suffisant. Non, mais Monsieur Otondi, il ne faut pas dire une chose, c'est le contraire. Évidemment, non. Tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Rien n'est fait. Non, il faut déjà accepter que quelque chose Dès lors que le dernier des enseignants n'a pas eu satisfaction encore, dès lors que nous sommes dans un contexte où les revendications continuent à bout de champ. Donc, non, il faut dire ce qui est sûr, dans tous les pays du monde, il y aura toujours revendication, on n'aura jamais tout ce qu'on veut. Mais vous voyez on peut déjà se contenter de ce que l'on a pour continuer à enseigner ses enfants. C'est là la beauté du sacerdoce, on en reviendra demain. Nous ne sommes pas encore au point de développer ce que c'est que le sacerdoce dans le métier d'enseignement. Mais ce que je voudrais dire, alors vous voyez, comment vous souriez bien, vous êtes joufflu et très joli. Vous savez, il y a beaucoup d'enseignants qui sont joufflus également. Non, les enseignants dans la plupart, regardez-moi un peu mon visage. Alors là, et pourtant je suis enseignant. Monsieur Otondi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je suis un professeur certifié, oui. Mais je ne peux pas vous dire que je vis à ma fin. Nous sommes d'accord. Un professeur certifié, par exemple, est le docteur de l'enseignement secondaire. Non, mais si on se compare à d'autres pays de la sous-région, nos professeurs certifiés ne sont pas forcément à la traîne. Nous avons des pays à côté. Nous avons le Mali, nous avons plein d'autres pays à côté auxquels on peut se comparer. Justement, je n'ai pas dit qu'ils sont à la traîne. Ils travaillent malgré la misère, malgré l'injustice, malgré tout. Non, nous allons éviter de parler d'injustice. Nous sommes d'accord. Il y a peut-être des conditions qui ne sont pas vous savez pourquoi je parle d'injustice? Oui. Je parle d'injustice parce que, je parle de façon grosso modo. Ce n'est pas que il y a l'État qui est en train de malmener, de brimer, malmener les enseignants. Non, l'État béninois a des ressources limitées. Avec ce qu'on a. Et avec le peu qu'il a, il essaie évidemment donc de contenter ses enseignants. Mais du fait que cela ne suffit pas, l'enseignant ne jouit pas véritablement donc des fruits. Mais est-ce que cela est censé, on en parlera peut-être demain, parce que je voulais vous demander si est-ce que cela est censé se ressentir sur la qualité de l'enseignant béninois, justement? Non, justement, c'est pour cela que le thème du sacerdoce dans le métier de l'enseignement m'intéresse beaucoup. Ça n'a aucune... Les conditions de travail, d'accord, des enseignants aujourd'hui n'a aucune conséquence, n'a aucun impact négatif sur le rendement de nos enseignants. Car ils sont braves, quoi. Tant mieux. Ils sont braves, oui. Tant mieux. Ce qui est sûr, à chaque fois, après les résultats, on fait le point. Après une fin d'année scolaire aussi, on fait le point. Il faut rappeler que le thème retenu cette année a été le droit à l'éducation. C'est aussi le droit à un personnel qualifié. Oui. Est-ce que pour vous, le choix de ce thème vous paraît approprié? Absolument nécessaire. Parce qu'une société dans laquelle on n'a pas conscience de former donc ses enfants, c'est une société vouée à la mort, à la traîne, certaine. Personnel qualifié, c'est ça qu'il faut pour booster donc cette maltraitance dans l'éducation, dans l'enseignement. Et donc par rapport à ça, je dis que le thème est très bien inspiré et très éclairé. Alors l'autorité qui a pensé à ce thème-là, certainement, a déjà des objectifs à atteindre. C'est pour cela que je dis que c'est très nécessaire. C'est absolument judicieux que l'on puisse aborder et travailler sur la base donc, de ce thème pendant toute une année encore. Si l'essentiel, c'est que et l'autorité et le personnel enseignant puissent travailler les ménages, la conscience, pour que ce thème-là puisse les rendre professionnellement plus conscients de tous les côtés.
D'accord. Oui, oui. Alors, vous faites partie du personnel enseignant. Vous l'avez dit sur ce plateau, vous êtes professeur certifié avant tout. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le personnel enseignant au Bénin n'est pas suffisamment qualifié? Bon, et je crois que là, vous abordez un problème de formation. Et personne de façon générale, d'abord. Bien sûr, personne ne peut nier le fait que l'enseignant au Bénin, en matière de la qualification, de la professionnalisation, je crois qu'il reste des choses à faire. Et c'est justement pour ça que le gouvernement se bat, je voudrais dire, pour dire il faut évaluer les enseignants de manière générale, d'accord, pour voir les insuffisances et corriger ce qu'il faut corriger. Donc, il reste à faire en matière de qualification des enseignants. Il y a beaucoup qui sont à la traîne encore. Il ne faut pas qu'on se voie la face. D'accord. Oui, oui. Alors, une journée de l'enseignant, est-ce que ce ne serait pas bien aussi que cela puisse être une journée de réflexion où les enseignants se retrouvent entre eux pour repenser un peu à la fonction enseignante? Moi, je crois que la journée mondiale de l'enseignant reste à évaluer. Il faut évaluer et revoir comment il faut organiser ça bien pour que cela ne soit pas tout simplement un moment de retrouvailles où on danse, on chante, on prend des périèmes, on s'en va. Moi, je crois qu'on délivre des messages. Non, je crois que, bon, pour ma petite contribution, pour cette journée, par exemple, les activités peuvent se dérouler sur 3 jours. Où, 1, la réflexion. Mettre les enseignants en catégorie, ceux qui sont concernés, les représentants, ou bien de manière générale, mettre les enseignants ensemble dans des groupes donnés, catégorie par catégorie, et développer le thème, prendre leurs préoccupations, discuter sur leurs problèmes, leurs difficultés. Pourquoi c'est ci, pourquoi c'est ça? Ça là, il faut ça. La deuxième journée de réflexion. Oui, la deuxième journée, par exemple, sera une journée où les experts même viendront parler à ces enseignants, les motiver. Vous savez, vous pouvez ne pas voir la chose. Il reste exactement 1 minute. Non, le thème est très intéressant pour qu'on parle d'1 minute. Non. Donc, les experts vont venir parler aux gens. Et la troisième journée, la réjouissance. La troisième journée, la réjouissance. La réjouissance. Donc, pour vous, le tout ne suffit pas de se réjouir. Il faut surtout discuter, revoir la fonction. Tout à fait. Et puis soulever et discuter des vrais problèmes de l'enseignant. Justement, le temps est tellement vite parti qu'on n'a pas eu le temps de revenir sur les vraies préoccupations, mais déjà on en parle demain, puisque demain on parle du métier de l'enseignant, un métier de sacerdoce. Merci déjà de confirmer votre présence à ce plateau demain. Ça m'intéresse, je serai là, par la grâce de Dieu. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Autant savoir, justement, n'est pas terminé. On lance juste le journal et on revient avec notre invité ici au plateau pour pouvoir poursuivre.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le sommaire de cette édition. Les scientifiques peuvent désormais participer au débat sur l'amélioration des recettes publiques. C'est l'une des décisions issues du colloque scientifique international tenu à Cotonou. Mois d'octobre, mois de l'habitat, un cadre de vie sain, c'est ce qui est recommandé et pourtant, beaucoup de Béninois continuent de vivre dans des logements pas toujours décents. Le pantalon, un style vestimentaire au départ réservé aux hommes, mais qui s'est féminisé au fil des années, qui doit ou non porter le pantalon, les précisions dans ce journal. Un nouveau souffle pour l'économie béninoise. Les administrations fiscales des impôts et des douanes ouvrent leurs portes aux scientifiques et aux universitaires pour réfléchir sur la santé des recettes publiques. Une assise a réuni à Cotonou du 4 au 5 octobre 2018 les acteurs du tissu économique. Les débats ont pris fin vendredi dernier sur de bonnes perspectives pour faire d'ici à l'horizon 2021 des régies des impôts et des douanes béninoises des administrations performantes et moderne au service des usagers. Patrick Adjagbodjou. Les recettes publiques en débat. Cette thématique traduit la volonté des universitaires et des administrations des impôts d'opter pour une nouvelle méthode de mobilisation des ressources financières face à la dématérialisation de l'économie. Pour y parvenir, il faut fiscaliser l'informel, élargir l'assiette de l'impôt et informatiser les régies de mobilisation des recettes publiques. Nous sommes de plus en plus dans une situation où les aides des partenaires techniques et financiers ne viennent plus et nous sommes également dans une phase de la dématérialisation de l'activité économique et qui constitue autant d'éléments qui amenuisent au fait les ressources de l'État. L'État a des dépenses, il faut les couvrir, donc il faut aller chercher. Le Bénin a un budget essentiellement fiscal, avec une contribution importante de la fiscalité de porte. Ici, des voix s'accordent sur la nécessité de mobiliser dans la transparence plus de ressources intérieures pour les grands projets de développement. Toutes les réformes que l'on peut engager ne pourront porter en réalité leurs fruits que dans une certaine mesure où on pourrait voir une réelle transparence également dans la gestion de la chose publique. Parce que sans cela, il va avoir un soupçon qui va peser lourd sur ceux qui sont appelés à manier les données publiques et qui créera de l'autre côté, chez le contribuable, une réticence à payer son impôt. Donc il faut une certaine transparence, une certaine convivialité entre les deux pôles, ceux qui prélèvent les impôts et ceux qui sont assujettis aux impôts. Une transparence que la Direction générale des impôts entend davantage matérialiser d'ici 2019 dans ses relations avec les moyennes entreprises. Avec nos process de dématérialisation, nous avons ce qu'on appelle le compte d'impôt. Le compte d'impôt, c'est important de le souligner, c'est un outil à la disposition des grandes entreprises aujourd'hui. L'année prochaine, ça va s'étendre aux moyennes entreprises. C'est un outil qui permet à chaque entreprise, à chaque structure de se connecter directement en ligne et d'avoir sa situation sans consulter un agent des impôts. L'administration des douanes et des droits indirects est l'une des forces de l'économie nationale. Ces performances réalisées au profit des recettes publiques ont été dévoilées au cours de ces assises. En 2012, nous avons engrangé 324 milliards de francs CFA. 2013, 375 milliards de francs CFA. 2014, 350 milliards de francs CFA. 2015, 360 milliards de francs CFA. 2016, 303 milliards de francs CFA. L'année 2017, nous avons mobilisé 325 milliards de francs CFA. Au titre des 9 premiers mois de l'année 2018, de l'année en cours, nous avons déjà un accroissement de plus de 40 milliards de francs CFA par rapport à la même période de l'année précédente. Je puis vous dire que l'administration des douanes reste convaincue
que les objectifs qui sont fixés à l'administration des douanes dans le cadre de la dématérialisation des procédures de douanement seront atteints. Aider l'État à mobiliser plus de recettes publiques, une priorité pour les scientifiques et les acteurs des administrations fiscales. Le mois d'octobre est dédié à l'habitat au Bénin. L'objectif est de faciliter l'accès du plus grand nombre de la population à un logement décent. Ils sont nombreux, ces Béninois, à vivre encore dans des habitations précaires. Les habitations de certains Béninois laissent à désirer. Précision avec Maspil Akodilossi et Louis Koudogbo. L'habitat au Bénin, un sujet préoccupant. Des cadres de vie insalubres, des bâtiments qui tiennent à peine ou presque aux normes architecturales. Certains quartiers de Cotonou comme Ladji, Djidje, Sainte-Cécile, Vossa ou Agla s'illustrent particulièrement dans ce décor. Ce sont des quartiers de la honte en matière de gestion des ordures. On peut être pauvre mais être propre et digne. Il y a un arrêté de 1992 qui définit clairement les zones impropres à l'habitation. Et pourtant, les Béninois se sont entêtés et se sont installés sur les nids d'eau. Si on parle d'inondation à Cotonou, c'est à cause de ceux-là. Parce qu'ils sont allés s'installer sur les exutoires naturels, par où l'eau doit passer pour que Cotonou soit assaini. Pas du tout reluisante la situation. Mais faute de moyens, ces habitants subissent et redoutent même les conséquences du choix de leur milieu de vie. Les logis sont inondés et ceux qui y habitent fuient déjà. Le bas-fond est bien rempli et ils ne peuvent plus y rester. Là où j'habite, à Sainte-Cécile, n'était pas inondé. C'est bien après que je l'ai constaté. Si on avait un peu de moyens, on ne choisirait pas résider là. Que le gouverneur pense à nous. Améliorer le cadre de vie de ces populations devient une nécessité. L'autorité en est consciente et promet des mesures hardies. Nous vivons dans un monde de globalisation où vous ne pouvez pas chasser les gens comme vous le voulez, mais il y a des réformes qui sont en cours, qui vont dans leur propre intérêt, dans les intérêts de ces populations-là, pour pouvoir améliorer leur cadre de vie. Promouvoir une habitation décente avec un cadre de vie sain, c'est la solution que propose l'État aux citoyens. Ces logements sont destinés à la couche moyenne, aux Béninois à revenus moyens, même des particuliers, des agriculteurs, des commerçants, qui ont des comptes en banque pour aller en location à cession, sans payer ni avance ni caution. Donc vous êtes locataire, vous payez vos mensualités pendant 17 ans et vous devenez propriétaire. Et mieux encore, c'est des logements qui ne sont pas jetés pêle-mêle un peu partout, inaccessibles, sans le confort. Il y aura l'eau, il y aura l'électricité, il y a les voies pour y accéder. Les voies primaires et secondaires sont bitumées, les voies tertiaires sont pavées. Un ensemble de réformes qui vont aider les Béninois à bien se loger, mais aussi à faciliter le bail à usage d'habitation. Le port du pantalon est actuellement très ancré dans les habitudes vestimentaires de la gente féminine. Nombreuses sont ces femmes célibataires ou mariées qui s'adonnent sans aucun complexe à ce style. Malgré les désapprobations, les femmes qui optent pour le port du pantalon ne démodent pas. Plusieurs raisons expliquent ce choix, nous dit ici Jennifer Sachivi. Initialement conçu par les Chinois pour monter à cheval, le pantalon a réellement été adopté comme tenue de ville à partir de 1830. Pendant longtemps, il a été considéré comme exclusivement masculin, mais à la suite de plusieurs années de revendications, les femmes ont pu obtenir au début du XVIIIe siècle l'autorisation de porter le pantalon. Depuis, plusieurs femmes à travers le monde le portent, même si cela fait toujours objet de réticence. Enfant, on dit par exemple « nous de pantalon ». Donc, c'est dit que c'est exclusivement pour les hommes. Dans les pays musulmans, le port est un peu réduit, quoique, comme je le disais, sous la robe, sous le boubou, on peut toujours mettre son pantalon. Aujourd'hui, dans notre société moderne actuelle, on constate quand même que porter le pantalon, c'est la prise en compte de la modernité dans laquelle nous sommes
et c'est la prise en compte de notre évolution aussi. Les femmes aiment à porter le pantalon parce que ça donne leur forme normalement comme femme, quoi. Il y a pantalon cigarette, bien droit là. Il y a pantalon badef que nos aïeux portent. Actuellement, les femmes portent aussi. Il y a aussi les pantalons bic. Il y a les pantalons ventilo. Il y a les pantalons wemba. En dehors du confort qu'il peut procurer, plusieurs femmes ont adopté le pantalon, surtout pour des raisons professionnelles. Dans les administrations, les femmes portent pantalon pour être présentables. Imaginez une peintre bâtiment qui doit monter sur des échelles, qu'elle mette un pagne, elle est entravée. Et si un grand coup de vent passait par là, elle peut aussi dévoiler ce qu'il ne faut pas dévoiler en public. Toutefois, porter le pantalon devrait se faire en tenant compte de certains facteurs dans le climat. Moi, je donne conseil, si le tissu est pagne, coton, je fais ça. Sinon, normalement, là, c'est pagne, parce que chez nous, il fait très chaud. Dans les pays européens, c'est vrai, c'est la pratique courante, la pratique quotidienne, comparativement à nos sociétés où c'est le pagne qu'on voit les femmes beaucoup plus porter. On se sent plus à l'aise dans le pagne. Le port du pantalon par les femmes continue d'être considéré comme un délit dans certains pays. C'est le cas au Soudan où en décembre 2017, 24 femmes ont été arrêtées pour son port, accusées d'atteinte à la pudeur. Hors du Bénin, la faible rémunération des producteurs de café à travers le monde menace l'avenir de la filière. Selon l'Organisation internationale du café, les prix du café ont reculé les 15 dernières années en raison de récoltes abondantes attendues dans de nombreux pays. Par ailleurs, la cotation à New York de la livre d'Arabica, la principale variété représentant 60% de la récolte mondiale, a atteint la semaine dernière son plus bas niveau depuis 12 ans. Selon certains dirigeants, l'industrie pourrait notamment s'inspirer du modèle des acteurs du secteur du vin et se focaliser sur la production de fèves de qualité afin de réduire sa vulnérabilité aux humeurs du marché. La production mondiale de café a été estimée à 158,6 millions de sacs en 2017 et 2018 par l'Organisation internationale du café. Au Kenya, le prix du sucre a drastiquement chuté. Cette situation est liée aux importations massives. Si cette diminution est une bonne nouvelle pour les consommateurs, elle met les compagnies de raffinerie déjà inefficientes dans leur processus de production dans la difficulté d'écouler leur stock et risque d'empiéter sur leur marge bénéficiaire. Plus de 20 000 sacs de sucre restent encore stockés dans les entrepôts en raison de la concurrence des importations. Le Kenya possède 14 usines de production de sucre d'une capacité cumulée de 650 000 tonnes. Le pays devrait produire entre 420 000 et 450 000 tonnes de sucre cette année, selon les prévisions du directoire du sucre. Et ce sera tout pour ce journal. Mesdames, Messieurs, très bonne suite de nos programmes. Voilà, alors retour au plateau. Amandine Agnambosso, merci à vous pour ces informations. Nous poursuivons avec notre invité, Hubert Routondi. On le disait tantôt, vous êtes enseignant, professeur certifié, vous êtes directeur d'école, mais vous êtes aussi président de l'association des promoteurs d'établissements privés du littoral. Alors, c'est le moment de soulever les vraies préoccupations de l'enseignant. Pour vous, quelles sont ces préoccupations-là qu'on devrait prendre en compte lors d'une journée de célébration de l'enseignant? Je voudrais rectifier quelque chose dans les attributs, les titres que vous me donnez. Je suis le président du collectif des chefs d'établissement du privé du littoral. Président du collectif, ce n'est pas l'association des promoteurs. D'accord, c'est plutôt le collectif. Oui, l'association des promoteurs s'appelle le patronat. D'accord, et le patronat, le président s'appelle Ahoedi Darius. Que vous saluez au passage, je suppose. Saluons au passage. Le coordonnateur départemental, c'est bien Raphaël Tamadaro. S'il vous plaît, on va éviter de les citer, de citer tout le bureau. Voilà. Donc revenons un peu aux véritables préoccupations
que devrait prendre en compte une journée de célébration de l'enseignant? D'accord. Alors, les préoccupations des enseignants aujourd'hui. 1. Il faudrait faire en sorte que l'enseignant se sente à l'aise. Vous savez, hier, la formation que nous avons reçue avec nos enseignants, l'élève ou l'apprenant, aujourd'hui qu'on dit apprenant, on les appelle élèves, écoliers, étudiants, hier. Lorsqu'ils voient le professeur, c'est une fierté. Le professeur a une certaine fierté. Hein? Ça, c'est mon élève. Bonjour, maître. Bonjour, mon professeur. Ah, bonjour, directeur. Des trucs comme ça. Alors, ça manque maintenant. Aujourd'hui... Comment ça s'explique? Oui, bon, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? L'élève ou l'apprenant et l'enseignant sont pratiquement des camarades. Sont pratiquement des camarades. Et puis, c'est un vice, quoi, qu'on est en train de dénoncer. L'enseignant ne se prend plus comme cet adulte-là qui a quelque chose... Qui est au-dessus de la mêlée. Qui a quelque chose à donner, à rendre pour construire... Est-ce la forme de transmission du savoir? Parce que peut-être aujourd'hui, on a une approche par compétence qui veut que l'enseignant puisse aider plutôt l'apprenant à construire son propre savoir. Est-ce le fait qu'on ait brisé ce mythe, c'est seulement l'enseignant qui détient tout le savoir? Est-ce que c'est ça qui explique justement ce que vous décriez? Non, est-ce que c'est ça? Non, c'est le comportement de l'enseignant lui-même que je suis en train de viser. L'enseignant doit... Bon, donc, regardez par exemple, l'enseignant, celui qui est enseignant, nos inspecteurs nous le disent régulièrement, l'enseignant doit s'assurer un niveau adéquat du vestimentaire, c'est-à-dire son habillement doit être à la hauteur du métier qu'on lui a confié. Alors, vous allez voir aujourd'hui dans les classes des enseignants, je voudrais dire, se chausser avec des tapettes, peut-être Macron, entre griffes, des trucs comme ça. Ça amène l'élève à lui manquer de respect? Ça peut arriver, ma soeur, bien sûr. L'autre aspect, vous allez voir l'enseignant qui porte un habit bizarre, ou bien un t-shirt, ou bien Lacoste façon là, et ça se confond avec l'apprenant. Vous voyez, ça n'a bien se confond. Il faudrait qu'on puisse... Il faut corriger ça. Déjà, la tenue vestimentaire de l'enseignant. Il faut corriger ça. Deuxième chose, il y a beaucoup de choses. C'est pour cela que je disais tout à l'heure que la qualification ou la professionnalisation, il reste beaucoup à faire dans ce domaine-là. Il y a des enseignants qui ne peuvent pas parler eux-mêmes en tant qu'enseignants, ne peuvent pas parler français. Or, le français est la langue officielle donc, de transmission de la connaissance au Bénin, transmission du savoir au Bénin. Alors, donc, vous allez voir l'enseignant qui, quand il parle français, vous allez dire que la terre n'a qu'à se fendre, vous allez rentrer dedans. Ou bien, regardez l'enseignant écrire au tableau avec des fautes terribles. Et vous devez comprendre avec moi que dans des conditions de ce genre, l'État a la responsabilité de dire, bon, maintenant, il faut que je vous évalue. Donc, pour vous, la véritable préoccupation aujourd'hui, c'est qu'on s'assure du niveau de l'enseignant. Le niveau de l'enseignant reste, ça fait partie des préoccupations de l'enseignant aujourd'hui. Si on est enseignant et on ne se dit pas, il faut que je sois à la hauteur de la tâche à moi assignée par la République, par l'État, pour le bonheur de nos progénitures demain, alors donc il y a problème. Le troisième aspect, les conditions de travail. Les conditions de travail. Il y a dans des classes, vous allez dans des classes où c'est vraiment, des rameaux, c'est des hangars. Et les élèves n'ont même pas là où s'asseoir pour prendre les cours. Et les toits des salles de classe sont volés par le vent. Et puis on ne répare pas. C'est déchiré même par endroits. Bon, et puis, ça ne facilite pas une bonne transmission du savoir. L'équipement en matériel didactique laisse à désirer également. Ça, il y a autant de préoccupations qui
n'ont rien à voir avec donc revendications salariales, revendications, conditions. Non. C'est plutôt les conditions. Donc, les conditions. Une bonne transmission du savoir. Voilà, pour une bonne transmission, conditions de travail. C'est pour cela que j'attaque. Voilà, tout ça là, la journée mondiale de l'enseignant devrait prendre ça en compte pour dire, bien, cette année, qu'est-ce que nous devons faire réellement pour améliorer tout, puisque l'État ne peut pas faire tout en même temps. Donc cette année, qu'est-ce que voilà, quelle est la priorité? C'est des trucs comme ça qu'il faut pour la journée mondiale de l'enseignant. Merci, voilà, monsieur Hubert-Otondi. Je crois que vos doléances ne sont pas tombées dans les oreilles de sourds. On a compris aujourd'hui les véritables préoccupations, c'est améliorer les conditions de transmission du savoir, pas forcément les conditions de l'enseignant, mais beaucoup plus les conditions de transmission du savoir. Améliorer les conditions de l'enseignant aussi. De l'enseignant aussi dedans. Aussi ça dedans. Fait partie ça des fait préoccupations. D'accord, on vous a compris, monsieur Otondi. Merci. Alors, c'est avec notre invité, on n'a pas envie de le laisser tellement il est intéressant. C'est avec lui que nous clôturons le grand rendez-vous. Mais le grand rendez-vous ne saurait finir sans justement la revue de l'actualité web. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Marie-Odile Atanasso, a annoncé hier qu'il n'y aura pas d'augmentation de frais d'inscription ou de formation dans les universités publiques. Cette déclaration vient mettre fin aux rumeurs qui circulent depuis un moment sur la toile. Selon ses propos, le déficit annuel de financement est évalué en moyenne à 2 milliards de francs CFA à cause de la gratuité. Elle a expliqué les efforts d'investissement consentis par l'État pour améliorer le cadre de vie et d'études des acteurs du supérieur. Tout comme les années précédentes, des subventions seront accordées aux universités nationales. Néanmoins, précise-t-elle, des réflexions sont en cours pour la réinstauration des frais d'inscription dans les universités publiques. Restons toujours au Bénin, mais parlons du monde agricole. Au terme des récoltes, on note une production abondante du maïs. Selon le site d'information Beneweb TV, le pays est donc à la quête de débouchés pour l'écoulement du céréal. La production s'est beaucoup accrue du fait de la disponibilité des substances de production, a déclaré le ministre de l'Agriculture, Gaston Dossoui. Pour le compte de cette campagne, elle est donc passée de 1 200 000 tonnes à 1 600 000 tonnes. Selon une étude réalisée par Émile Hongbo de l'École nationale supérieure des sciences et techniques agronomiques de Kétou, la surproduction serait un atout dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté. Le prix Nobel de la paix 2018 est décerné au Congolais Denis Mukwege et à la jeune Irakienne Nadia Mourad. Les lauréats ont été récompensés pour leur combat dans la lutte contre les violences sexuelles comme arme de guerre. Denis Mukwege a sauvé des milliers de patients victimes de tels assauts. Nadia Mourad a raconté ses propres souffrances et s'est exprimée au nom de plusieurs victimes. La présidente du comité Nobel norvégien, Berit Reiss-Andersen, a précisé que le prix Nobel de la paix 2018 visait à toucher du doigt les violences faites aux femmes. Une dernière information pour boucler cette revue web. La Banque centrale du Libéria a affirmé que les 100 millions de billets de dollars libériens n'ont jamais quitté la banque. Ils ont toujours été à leur place dans ses coffres. Pourtant, des informations selon lesquelles des sacs de billets ont disparu entre le port, l'aéroport et la banque centrale ont largement circulé dans la presse et sur les réseaux sociaux. Le président libérien George Weah avait réouvert une enquête par une commission spéciale et avait demandé l'assistance du FBI. 35 employés de la banque ont reçu l'interdiction de sortie du pays. Fin de la revue web, à demain pour d'autres informations. Merci à vous, Fulgencia Rotondi, pour cette belle revue de l'actualité web. Le rappel de la météo à présent.
Voilà, mesdames et messieurs, la vie est un choix. Dit-on, merci à vous d'avoir choisi de nous suivre. On se retrouve encore demain, toujours avec le même plaisir.